Alors, j'ai une ressource que j'ai vue récemment, donc j'y pense tout de suite. C'est une vidéo en anglais, mais je vous assure que si vous la regardez, et vous faites l'exercice et vous prenez des notes, je pense que c'est une des vidéos qui va le plus changer votre vie. C'est une vidéo de, Rapidement, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Tu fais peut-être partie des plus de 80% qui vont regarder ce podcast et qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Si tu peux prendre 3 secondes de ton temps pour t'abonner, peu importe si tu écoutes ça, que ce soit Spotify ou YouTube, ça sert énormément pour 3 choses. Déjà, premièrement, pour avoir des invités de plus en plus prestigieux et intéressants pour toi, dans le but de toujours apprendre toujours plus. Deuxièmement, ça permet de rendre accessible à tous l'éducation financière, qui est un sujet super important. Et troisièmement, qui est le plus important, ça me donne un grand coup de boost pour continuer ce podcast et faire en sorte qu'il dure sur le long terme. Alors merci énormément à ceux qui prendront le temps de s'abonner. En échange, je m'engage à faire en sorte que ce podcast soit toujours de mieux en mieux. Allez, c'est parti pour le début du podcast. Bienvenue à toi Joe dans le podcast Génération Investisseur, j'espère que tu vas bien. Écoute, déjà ça va super. Merci à toi Hugo pour cette interview. Je suis ravi de passer dans ta chaîne et passer sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Comme tout invité que je reçois, la première question que je lui pose, c'est tout simplement lui laisser se présenter, pour les personnes qui ne connaissent pas. Ok, alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jaolan Vassel, donc Joe, c'est beaucoup plus simple. J'ai créé Boursogram il y a 2 ans maintenant. À la base, je suis pas du tout du milieu de la finance ou quoi, hein. Je suis ingénieur, je travaille à l'Assemblée nationale, etc. Puis je me suis passionné par la bourse. En 2018, j'ai testé 2-3 trucs, il y avait moins de contenu qu'aujourd'hui. Et donc depuis, voilà, j'avais créé de Boursogram en 2022 pour partager un petit peu tout ça. Et je crois que ça a bien pris, la mayonnaise a bien pris, puisqu'aujourd'hui on est 40 000 abonnés sur Instagram, on est plus de 5 000 abonnés aussi sur LinkedIn, on arrive sur YouTube. C'est génial en fait, si tu veux. Enfin, on a accompagné plus de 750, je regardais le chiffre ce Ouais. matin, plus de 750 élèves, et c'est vraiment super. Et l'objectif, c'est simple, c'est d'avoir comment dire, une communication qui soit à la fois concrète, mais honnête et transparente, donc parfaitement transparente. Je crois, en tout cas à ma connaissance, qu'on était vraiment les premiers sur Instagram à apporter, tu vois, ce contenu-là qui est tout simplement transparent en fait, tu vois, au niveau du patrimoine, au niveau de ce qu'on fait, de Ouais. ce que je fais, de mes erreurs, des choses comme ça. Voilà, hein, l'idée c'est de continuer comme ça. Et je pense que la grosse force qu'on a eu un petit peu malgré moi, c'est la communauté. Et cette communauté-là sur Boursogram, c'est carrément, enfin aujourd'hui, je trouve que c'est assez puissant, quoi. Tu présentes Boursogram en disant on. Aujourd'hui, t'as toute une équipe derrière toi, c'est ça? Alors ouais, effectivement, on est toute une équipe. Faudrait que je compte combien. C'est vrai que je dis toujours on quand je parle de Boursogram. Boursogram, je pense que c'est moi, c'est Julie aussi qui est là depuis le début, donc ma compagne. Mais c'est aussi beaucoup, vraiment les abonnés en fait, parce que il y a Ouais. plein de trucs qu'on a construit tous ensemble en fait. Mais si effectivement on parle de toute l'équipe qui est derrière Boursogram, sans qui clairement on n'aurait pas pu faire un dixième de ce qu'on a fait, ouais, on est pas mal, hein. Je pourrais les présenter si jamais ça vient dans les questions, mais on commence à être pas mal, ouais. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est la personne qui a derrière Boursogram. On va aussi un peu parler de stratégie d'investissement, etc. Et qu'est-ce qui a fait, à ton avis, ton succès et l'émergence que tu as eue sur Instagram? Parce qu'aujourd'hui, tu es quasiment le numéro 1 sur Instagram, dans cette niche des finances personnelles. Pour toi, c'est Ok. quoi? C'est la communauté, les valeurs de la communauté? Est-ce qu'il y a un facteur chance dedans, tu penses? Qu'est-ce qui a Bien fait, à ton sûr. avis? Moi, je pense que je vais commencer par ça. Je pense qu'il y a beaucoup de chance, qu'il faut pas surestimer ses capacités. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on dit qu'on n'a pas de chance, c'est qu'on surestime largement l'impact qu'on a dans notre propre vie et autour de nous par rapport à nos actions. On surestime en fait nos actions et l'impact qu'elles ont. Je pense pas que on en est arrivé là uniquement grâce à mes compétences ou des choses comme ça. Pas du tout. Je pense que c'est plein de facteurs effectivement dont je n'étais pas forcément l'initiateur qui ont permis cette croissance-là. Donc beaucoup de chance, je pense, c'est la première chose, c'est le premier facteur, beaucoup de chance. Après, oui, la chance entre guillemets, on essaye de la provoquer effectivement. Je publiais tous les jours, effectivement, j'essaie d'apporter des réponses aux questions que les gens se posaient. J'essaie d'apporter aussi de la transparence, c'est-à-dire concrètement, voilà mon parcours. Hmm. Vous pouvez suivre mon parcours du début à la fin. C'est ça ce qui est cool, je pense, avec Boursogram, c'est que c'est documenté. Ouais. Tous les gens qui sont là depuis le début, et même ceux qui sont pas là, ils peuvent retrouver. Tout est documenté de A à Z sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai pensé, sur ce que j'ai mis en place et l'évolution un petit peu sur tout ça. Et
et donc voilà, en fait, j'ai tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, si je devais donner des conseils, entre guillemets, à des gens qui débuteraient, c'est les conseils bateaux, évidemment, hein, d'être persévérant. Ça paraît bizarre, Ouais, mais ça paraît cliché, mais c'est le plus fort, je pense, de se différencier. Je pense que c'est très fort. On a apporté énormément de concepts sur Instagram. À chaque fois qu'on apporte des concepts, ils sont, tu vois, on avait apporté le concept de la bourse news, donc la news ouais, quotidienne. On avait apporté le concept d'analyse à la base de portefeuille. Aujourd'hui, c'est un petit peu partout. Sur Instagram, hein, je parle, c'était ouais, peut-être déjà le cas sur d'autres réseaux. On avait apporté le concept de Coupe du Monde des actions, des ouais, battles d'actions, de, comment ça s'appelle, du micro-trottoir, du mème, ouais, etc. récemment. Bref. Mais voilà, attention, je dis pas que j'ai créé quoi que ce soit. ouais. Peut-être que ça existait déjà, mais c'est l'impression que j'avais. Et donc se différencier, être persévérant, et voilà, et apporter des réponses aux gens. En fait, écouter les gens, c'est des réseaux sociaux. Faut pas oublier que la moitié du terme, ça reste du social. Donc écouter au maximum les gens, parler à la communauté, leur demander ce qu'ils veulent, et c'est ça en fait, hein. Le but, on crée quelque chose tous ensemble, hein, pas dans Ouais. notre coin. T'as parlé de micro-trottoirs. Ça me fait penser à quelque chose. Moi, tu vois, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui s'intéressent au sujet de l'investissement, vont se reconnaître. J'ai l'impression, tu vois, que ce soit via l'algorithme YouTube, que ce soit via Spotify, tout le contenu qu'on consomme, entre guillemets, que une fois que l'algorithme comprend qu'on est intéressé par l'investissement, on a l'impression que tout le monde sait comment investir en bourse, etc. Et en fait, dans tes micro-trottoirs, on se rend compte de la réalité. On n'est plus dans notre bulle de contenu en finance perso. Est-ce que toi, tu vois vraiment, quand tu as fait ton micro-trottoir et que tu demandes aux personnes est-ce que vous avez déjà investi en bourse, ce genre de choses, est-ce que ça t'a surpris du manque de connaissances financières en France? Est-ce que tu l'as vu vraiment concrètement sur le terrain? Bah, mais c'est hyper pertinent comme question. Je te remercie pour ça. Ouais, C'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais ou peut-être par mail une fois. Mais oui, moi j'avais été choqué parce que comme tu dis, quand on crée du contenu ou qu'on s'intéresse au contenu, on rentre dans une bulle et on a l'impression que, comme tu dis, voilà, tout le monde sait investir en bourse, tout le monde a des bases, tout le monde sait ce que c'est un ETF, tout le monde sait ce que c'est 2-3 voilà, critères d'analyse d'action, tout le monde sait ce que c'est une action, etc. Et en fait, effectivement, l'exercice du micro-trottoir, au-delà de l'aspect un petit peu challengeant, on va dire, tu vois, ouais, parce que c'est compliqué, tu vois, de parler aux gens. Mais effectivement, tu te rends compte qu'en fait, la France et les Français, parce qu'en tout cas, moi, le micro-trottoir, je l'ai fait en France puisque j'habite là, bah, finalement, ils n'ont aucune éducation financière. C'est-à-dire que ça n'a pas évolué. Enfin, ça a évolué un petit peu, mais c'est simplement notre milieu qui a évolué. Nous, on a l'impression qu'au fur et à mesure des années, en fait, les gens s'y connaissent de plus en plus. En ouais, réalité, non. Les gens s'y connaissent toujours pas, malheureusement, hein, hélas. Et effectivement, moi, j'étais très, très choqué, de revoir ça et de me dire: «Ah oui, OK, en fait, on a vraiment du boulot», et dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire que, ouais, bah, c'est normal, en fait, qu'ils sachent pas, et c'est normal ouais. qu'ils en aient peur, et voilà, c'est parfaitement normal, en fait, et c'est nous, notre boulot, bah, toi, moi et tous ceux qui travaillons là-dessus, c'est notre boulot à nous, justement, d'aider un maximum de personnes. J'avais vu cette stat, j'en ai aussi un peu parlé avec Mathieu Louvet qui était venu dans un ancien épisode Mathieu de est génial. cette stat. Effectivement, ce podcast était génial. Euh, je lui ai parlé de cette stat et de ce qu'il en pensait, que 2% des Français investissent en ETF. Et vraiment, je trouve ça incroyable que 2% des Français, quand on voit en fait, moi ce qui me surprend, et je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, le décalage qu'il y a entre le besoin que les Français ont de plus en plus à investir, inflation, système de retraite, et là je parle un peu aussi au nom de ma génération, qui eux aussi n'ont pas eu d'éducation financière, et pourtant ça va être encore plus important pour eux d'investir s'ils veulent pas partir à 70 ans. Il y a cet écart-là entre pas d'éducation financière et un réel besoin. Est-ce que toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est un discours qui est un peu alarmiste? Est-ce que c'est réaliste? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je savais pas, hein, pour les 2 en ETF, c'est incroyable. Je pensais pas. Je crois qu'il y a un truc genre, 5 000 000 de PEA qui étaient ouverts. Alors, j'avais vu cette stat en 2023, je sais pas ce qu'il y a en 2024. Donc ça veut dire qu'il y a 10 de la population qui a un PEA. Si 2 investis en ETF, ça nous donne à peu près une idée. Faut voir si c'est un je j'ai pas vu la statistique, mais si c'est une statistique du nombre de transactions qui ont été faites, parce que parfois les gens investissent, une année, mais n'investissent pas l'année suivante. Ça arrive. Ou si c'est le nombre de «possessions» entre guillemets, mais en tout cas c'est assez, effectivement, c'est assez, choquant de voir ça parce que comme tu dis, il y a un vrai enjeu. Cet enjeu-là, bah, déjà il y a l'inflation, mais bon, peut-être et on l'espère que l'inflation finira par,
baisser et que ce sera pas aussi catastrophique que ça, entre guillemets, même si moi je n'y crois pas, mais bon, peu importe, on peut être optimiste. Mais effectivement, la retraite, mathématiquement, c'est évident qu'on n'en aura pas. Je pense que même ceux qui ont 30 et 40 ans sont largement concernés par cette question-là, largement. Et donc, il faut effectivement réfléchir, agir et capitaliser soi-même pour sa retraite. Surtout que la bourse, c'est pas compliqué. En gros, c'est une sorte d'épargne qu'on met de côté. Chaque mois, on investit et ça nous crée notre retraite. Donc, en fait, c'est vraiment pas compliqué et c'en est presque frustrant de voir à quel point c'est diabolisé, on va dire, par les institutions. Donc, ouais, non, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Et je suis optimiste. J'essaye d'être optimiste par rapport à ça et je me dis que le bouche à oreille, le fait que, il y a quand même de plus en plus de finfluenceurs, tu vois? Qui créent du Ouais. contenu, qui impactent des gens, peu importe les domaines. Parfois, il y en a du bon, du moins bon, mais ça fait que de plus en plus de gens, au moins s'y intéressent et au moins se rendent compte qu'il y a un problème, effectivement. Tu as parlé de Finfluence, je recommande clairement les gens qui nous écoutent, qui aiment bien les formats podcast à écouter. J'ai trouvé tes interviews incroyables. Franchement, bravo pour le taf. Bah, Euh, merci. tu vois, j'ai pas encore de studio, on est en visio, ça arrivait peut-être un C'est jour. génial, mais moi j'adore. Mais franchement, bravo pour le taf, c'est assez ouf. Je mettrai un lien pareil en description pour rediriger les gens vers ça. Je trouve ça vraiment super quali. Merci. Euh, tu vois, pour le système de retraite actuel, pour rebondir un peu là-dessus, quand je reçois des personnes qui viennent dans le cabinet en gestion de patrimoine dans lequel je travaille, un cabinet indépendant, et qui sont jeunes, en dessous de 30 ans, même en général autour de la trentaine, hein, en fait, euh, ce que j'aime bien dire aux gens, et tu me dis si c'est un bon discours à avoir ou pas, qu'il vaut mieux partir du principe qu'en fait, on n'aura pas de retraite, et prendre la retraite, si un jour on en a, pour un bonus. Moi, c'est je préfère me préparer au pire et avoir une news positive plutôt que l'inverse. Je sais pas toi ce que tu penses de ça, Ah mais mais je suis largement en phase, hein, ouais, largement en phase avec toi. Pour moi, en fait, pour moi, c'est évident, que qu'on n'en aura pas et j'essaye de me le comme tu dis, de me le pareil, incruster un petit peu dans ma tête et dans mes pensées au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait rien, si vraiment on ne fait rien, on va vraiment le subir, en fait, mmh, dans plusieurs années. Parce que c'est pour ça que enfin, parfois, on a des commentaires du genre: «Faut pas investir en bourse, parce que, en fait, on veut profiter maintenant», en gros, tu vois? Je caricature, hein, mais il y en ouais, a vraiment qui disent: «Ah bah, oui, ha ha ha, 200 € par mois, mais moi, j'ai envie de profiter maintenant». Mais bien sûr, évidemment qu'on veut profiter maintenant mais ça coûte rien ou presque rien de mmh, mettre un petit peu d'argent chaque mois et d'épargner pour préparer son avenir et en fait, c'est même un devoir presque de capitalisation et moi, je suis d'accord avec toi, je suis largement en phase avec toi là-dessus. Je pars aussi du principe qu'on n'en aura pas et ouais. qu'il faut faire quelque chose. Ce que je trouve assez ouf, c'est ce décalage. C'est un sujet qui est source de beaucoup de débats, qui fait couler beaucoup d'encre, qui est l'imposition en France et les cotisations OK. sociales. On est quand même un pays en Europe qui fait partie des plus imposés, même dans le monde. Ouais. Euh, il y a ce décalage entre l'imposition, les cotisations sociales que payent beaucoup de Français, les entreprises aussi notamment, et c'est un peu, tu sais, le rapport qualité-prix du pays dans lequel on vit. Est-ce que tu penses, on peut résumer ce débat en est-ce qu'on paye trop d'impôts en France, finalement? Mmh. Pour moi, oui, pour la réponse courte, Ouais. largement. C'est moi, je trouve ça grave, hein, qu'on paye autant, pour avoir, enfin, si peu, voire je ne vois pas en fait les je vois pas mes impôts. Donc je t'avoue que c'est frustrant. Surtout que, enfin voilà, depuis que nous, le petit est né, on a dû aller plusieurs fois quand même, dans des hôpitaux et cetera et on pourrait nous dire: «Oui, mais les hôpitaux, les soins sont gratuits et remboursés». Oui, mais quel est l'état des hôpitaux? Et c'est pas de la faute, des médecins, c'est pas de la faute, des infirmières qui font vraiment ce qu'elles peuvent et qui font vraiment ce qu'ils peuvent. Mmh. C'est une question de budget, en fait, hein, tout simplement qui leur est, alloué qui est, qui est pas suffisant. Les écoles, le niveau baisse. Les transports publics, c'est catastrophique. Tu es de la région Ouais. parisienne? Je t'ai pas demandé, tu m'as demandé en De off, j'ai oublié. Strasbourg. Strasbourg, OK. Strasbourg. OK, bah, Strasbourg, super ville Ouais, ça et va, les transports sont bien chez nous. ouais, ouais, bah, en tout cas, j'y suis allé que 2 fois et c'était bien fait quand même, hein. C'est pas la région On s'est parisienne. inspiré un peu de l'Allemagne, c'est pour ça. Voilà, bah, c'est exactement ça. Mais tu vois, tu as pas de enfin, les transports, c'est catastrophique à part, en Alsace et en Lorraine. Ouais, En l'école est catastrophique, la santé, c'est un niveau, ouais. catastrophique et en fait, tu as l'impression que, tu payes de plus en plus pour avoir de moins en moins. C'est vraiment ça l'impression que tu as, au niveau des impôts en France. Donc
Moi, je trouve que oui, on paye trop d'impôts. Je suis pas un pro expatriation et je pense que déjà, enfin, on aime, enfin, en tout cas personnellement, moi j'aime beaucoup la France et je me sens très bien en France et c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça me fait encore plus chier que de payer autant pour si peu, parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir une évolution, comment dire, négative, si pas un déclin quand même pas, mais une évolution plutôt négative à côté d'une évolution plutôt positive de ce que je paye. Donc ça me Ouais. dérange. Donc voilà, je suis pas. Je trouve que oui, pour te répondre, on paye trop. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument s'expatrier d'un point de vue personnel? Je sais pas. Je sais pas te répondre, mais moi j'aime pour l'instant, je vis bien ici. D'un point de vue financier, je sais même pas si c'est intéressant de s'expatrier. Je pense que Mm. s'expatrier, c'est le niveau 1 de je gagne un peu d'argent et j'en paye trop, donc il faut absolument que je m'expate. Le niveau 2, bah, tu te rends compte qu'avec des régimes holding, voilà, tu payes beaucoup moins d'impôts et qu'en fait, tu as vraiment plein de montages qui sont intéressants. Tu as le levier, etc., qui est très intéressant en France. Donc, même d'un point de vue financier, la France Mm. peut être intéressante. Mais quand tu es un petit peu dans cette classe entre deux, c'est vrai que c'est compliqué et ouais, c'est même frustrant. Non, mais il faut le dire, hein. Ouais. On se rend pas compte, les petits revenus, entre guillemets, ou même la moyenne, ne se rend pas forcément compte, je pense, de cette imposition. On s'en rend compte, je pense, au fur et à mesure qu'on évolue dans notre carrière, qu'on gagne de mieux en mieux notre vie, et qu'on arrive un peu à la fin, même, pour prendre l'exemple, par exemple, de mes parents, tu vois, qui se rendent compte, en fait, de tout ce qu'ils ont payé dans leur vie, et la retraite qu'ils vont avoir. Et Ouais. même aujourd'hui, c'est pour un cadre, par exemple, en France, il peut se retrouver avec moins 50% de revenus à la retraite. Et c'est quand même terrible. Ah bah Euh, oui, oui, mais largement, ouais. Ouais, et ouais. donc, j'imagine pas ma génération. Donc, je trouve ça sympa quand même de faire un petit disclaimer sur le fait de, avant même de rentrer dans le sujet de l'investissement, à quel point c'est important. Je trouve que ça fait une bonne intro. Faudrait faire une Bah, formation budget pour l'État. Je sais pas ce qu'il a pensé, mais... oui, en fait, c'est ça le problème de l'État, c'est que bah, la politique monétaire aujourd'hui, elle est décentralisée, c'est Mm. plus l'État, mais la politique budgétaire, c'est toujours l'État. Et enfin, c'est normal hein, que la politique budgétaire soit l'État, mais le problème, c'est que c'est mal géré, je pense. Enfin, j'ai pas de connaissances économie macro assez poussées, clairement, loin de Mm. là même. C'est pas du tout ma spécialité ni ma vocation, mais pour moi, c'est du bon sens qu'il y a un problème de gestion, tu vois. Mm. Il y a vraiment un problème de gestion dans la manière dont c'est fait. Bah, parce qu'après, en plus de ça, tu as les cotisations employeurs qui sont même Ah, transparentes pour eux, qui n'ont pas ça, c'est vu un autre et monde. voilà, c'est ça et qui sont C'est aussi, un autre d'un sujet. certain montant et Ouais. ouais, ouais, c'est sûr, hein, c'est frustrant et il y a aucune classe, finalement qui échappe, hein. Moi, j'ai un ami qui est notaire, heu et en fait, il est en train de me montrer étape, vraiment, comment ils sont en train un petit peu de détruire, si tu veux, le notariat. Tout ce qu'il dépense pour sa retraite, pour avoir une retraite finalement qui sera Mm. pas misérable quand même pas pour un notaire, mais vraiment pas au niveau des revenus qu'il a eu, tu vois? Bon, Enfin, voilà. c'est vrai c'est encore un autre sujet un peu niché, mais c'est vrai que les entrepreneurs, pareil, là, ils rentrent dans un autre monde dès qu'ils créent leur société, ils se rendent compte à quel point ça coûte cher d'avoir un salarié. Ils se rendent compte de l'impôt sur la société, qu'est-ce que c'est. Il y a un autre monde, les TNS, travailleurs non salariés, se rendent compte encore plus l'importance d'investir eux-mêmes pour la retraite. Bref, il y a plein de... Je pense que peu importe, une généralité qui est vraie en France, c'est peu importe votre situation, investir pour votre avenir peut être... Enfin, pas peut Ouais, être ouais. et intéressant. Donc ça, je pense que ça fait une bonne intro. Pour rentrer un peu plus dans le sujet de l'investissement, c'est quoi pour tes débuts en tant qu'investisseur et quelle erreur tu as fait? C'est ça qui m'intéresse. Laisse-moi juste t'interrompre quelques secondes ce podcast pour en fait t'offrir quelque chose, pour te remercier de l'intérêt que tu portes à mon contenu, mon podcast et mon blog. En fait, j'ai un livre qui s'appelle Jeune et riche, ton plan d'action pour te mettre à épargner et investir en moins d'un mois. Ce livre, tu vas le trouver en fait en description pour le télécharger 100% gratuitement. Dans ce livre, tu vas apprendre plein de choses, entre autres des techniques pour te mettre à épargner efficacement tous les mois, même quand tu as un petit revenu. Tu vas aussi apprendre les bases pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux et te mettre enfin à investir et à épargner massivement. Et enfin, 11 ressources pour aller plus loin et te former sur l'investissement et l'épargne. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me renseigner l'adresse mail sur laquelle tu veux que je te l'envoie et tu vas recevoir dans quelques secondes cet e-book gratuit. Allez, c'est reparti, on reprend le podcast. En gros, moi, j'ai commencé en 2018. En 2018, tu avais pas de contenu sur YouTube. Tu avais pas Mathieu, Seb, je sais pas qui sont les gros youtubeurs aujourd'hui, mais tu avais pas de gros contenu sur YouTube en fait pour te permettre d'y voir plus clair. Ouais, Donc, du coup, je cherchais vraiment partout tout ce que je trouvais, les vieux livres un peu tout pourris, ressources genre anglophones aussi, j'imagine.
Exactement, ouais, et beaucoup de ressources anglophones. Et donc, en fait, j'ai un ami qui était pour moi à l'époque très calé, puisqu'en fait, il faisait des analyses graphiques qui sont aujourd'hui catastrophiques. C'est possible qu'il regarde ce podcast, mais de toute Désolé. façon, non, mais il le sait, hein, je lui dis. Et, et donc, en fait, comment dire, c'est dur à expliquer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on commence, il y a plein de vidéos débutants qui disent, voilà, d'abord, je sais pas pourquoi pas des ETF ou alors analyser très simplement des actions. On comprend l'analyse fondamentale, on comprend que l'analyse technique ça sert à rien. Mais à l'époque, moi, j'associais vraiment tout. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais sur TradingView. Tu vois, aujourd'hui, je vais sur TradingView, mais pour des analyses fondamentales. À l'époque, Ouais. j'allais sur TradingView. Je mettais une entreprise qui, pour moi, voilà, je venais d'entendre une actualité, genre Disney à l'époque. Et donc, voilà, Disney va exploser. Et donc, je faisais mes petits, comment on appelle ça? Je prenais mes indicateurs, voilà, graphiques, 2-3 indicateurs que j'avais trouvés sur des YouTube américains, et Ouais. j'essayais de calculer ça moi-même et de me dire, ok, si le prix atteint tant, ça va donner tant, etc. Donc c'était catastrophique. J'investissais dans des ETF à levier. Je savais même pas que c'était des ETF à levier. Tu vois, moi je cherchais, on me disait oui, il faut investir dans le S&P 500, donc je cherchais le S&P 500. Et Pris le premier ETF et c'est parti, voilà, quoi. c'est ça, j'en ai pris un comme ça, et en fait, c'était Ouais. un ETF à levier en x3, je crois, Ah oui. sur Interactive Brokers. Je comprenais rien à l'interface d'Interactive Brokers. J'ai acheté des penny stocks, tu vois, donc les Ouais. penny stocks, voilà, tu vois ce que c'est? C'est, Ouais. pour ceux qui savent pas, c'est les entreprises en gros qui coûtent moins d'1 euro, et en fait, on spécule sur le fait qu'un jour elles vaudront 1 euro. Et donc, imaginons que l'entreprise vaut 1 centime. Si un jour elle vaut 1 euro, ça veut dire qu'elle aura fait fois 100. Mais ça marche pas comme ça en fait, Ouais. hein. Une Et entreprise. tu peux Ah peut-être voilà. d'ailleurs expliquer ce que c'est qu'un ETF à effet de levier pour ceux qui Un connaissent pas du tout. ETF à effet de levier, en gros, alors il faudrait prendre un peu de temps parce qu'il y a un côté technique Ouais. avec le bêta slippage et tout, mais en gros, un ETF à effet de levier, c'est un ETF qui va faire que si vous achetez un S&P 500 en levier x2 par exemple, bah, si le S&P 500 prend 10%, vous allez prendre 20, et si il perd 10%, vous allez perdre 20. En gros, c'est ça. Et donc, vous allez perdre 2 fois plus ou gagner 2 fois plus. Donc, attention aux ETF à effet de levier, on Ouais. pourrait croire que c'est une bonne idée, mais en fait, non, c'est la fausse bonne idée, hein. Ouais, faut faire attention, ouais. Ouais. Moi, pour ça, j'ai un peu toujours aujourd'hui, c'est un peu les investissements risqués YOLO. C'est ce que j'appelle l'enveloppe YOLO. Et Ok. c'est sur mon compte titre Trade Republic. Je me limite à 10% de mes investissements, et c'est là où je me fais un peu plaisir, où on retrouve des ETF à effet de levier, même si je sais par A plus B que franchement, je pourrais m'en, m'en passer. Mais je pense que surtout quand on commence, c'est important de faire ce genre d'erreur, ou Ouais, même je d'avoir pense. son enveloppe un peu plaisir. Il y en a qui... alors, c'est assez intéressant parce que moi, je suis pas du tout stock picking, donc c'est intéressant. Pour moi, pareil, les personnes qui aiment bien le stock picking, je leur conseille au début, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, à avoir une enveloppe un peu stock picking. Pour moi, je l'intègre dans une enveloppe un peu YOLO, pour te dire mon avis dessus. Et là-dessus, je suis super curieux d'avoir son avis. Tu as quelqu'un en face de toi qui est pro ETF. Euh, Explique-moi un peu. Moi, je suis complètement ouvert au débat. Euh, Aujourd'hui, et qu'est-ce qui ferait que je devrais m'intéresser au stock picking? Bah, déjà, si tu es pro ETF et que tu as la conviction que les ETF sont une bonne chose, c'est Ouais, bien. C'est mieux d'être pro ETF que d'être, je sais pas, pro actifs qui sont super risqués, et cetera. Les ouais, bien ETF, sûr. il y a quand même, comment dire? Plein de risques sous-jacents dont on parle pas, comme Mm. si tout le marché, par exemple, en tout cas 80% du marché finit par de la gestion passive, en comptant les fonds indiciels et tout. Il y a quand même comment dire? Une grosse variation au niveau des multiples qui peut causer une sorte de bulle, pas une bulle à proprement parler, mais une survalorisation sur le long terme, donc d'ici 30 ans, etc. Et créer du coup potentiellement, dès qu'il y a une baisse, un énorme mouvement de panique, donc causer de grosses fluctuations sur le portefeuille. Donc il y a des petits trucs comme ça auxquels personne Ouais, ne pense au niveau des ETF, mais dans l'ensemble, les ETF, c'est très bien. Et moi, c'est ce que j'invite à faire, c'est toujours commencer avec un socle passif d'ETF très simple. Bon, tous les ETF ne se valent pas évidemment, mais un indice très simple, faire très simple, et comme ça déjà l'argent commence à tourner. Après, le stock picking, du coup, pour te répondre, pourquoi ouais, moi j'apprécie le stock picking, et effectivement mes élèves apprécient, et je vois que à quel point pour certains ils aiment ça, le stock picking, c'est que je pense, j'ai essayé d'analyser ça, et en fait je pense que on veut toujours finalement quand même se faire plaisir. On veut toujours essayer de se faire plaisir en fait quand on investit. Tu vois, quand on investit dans un ETF S&P 500, ok, au début c'est cool les 2 premiers mois, mais après on se fait chier en fait. C'est ça la réalité. ouais. 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 Et je pense qu'on pourrait se dire, oui, ben on a juste à continuer jusqu'à la fin de notre vie.
Mais pour moi, l'être humain fait qu'il aura toujours envie de chercher autre chose, de vouloir autre chose, de trouver les bons investissements, etc. Et donc pour moi, le stock picking, effectivement, si on est comme ça, et je pense que la majorité des gens sont comme ça, en tout cas moi je le suis, il vaut mieux maîtriser ce qu'on fait. Il vaut mieux apprendre à le faire et vaut mieux vraiment analyser de bonnes sociétés. C'est-à-dire que les conseils du style il faut investir dans ce qu'on comprend, il faut investir dans ce qu'on consomme, etc. Je pense qu'ils sont insuffisants. Je pense que c'est Ok. une bonne approche, mais ils sont insuffisants. Il faut vraiment commencer à s'intéresser à l'entreprise, s'intéresser aux ratios, s'intéresser aux trucs comme ça. Et vraiment, c'est passionnant. Donc, pourquoi je Ouais. fais du stock picking? La première raison, c'est effectivement tenter de surperformer le marché sur le long terme. Ça, c'est la première raison. Donc, en fait, en tant que particulier, on a un avantage concurrentiel qui est démentiel par rapport à des fonds de gestion actifs et C'est ce on a qui est. vraiment la possibilité de profiter de marchés qui sont moins efficients, etc. Ouais. Donc, c'est génial. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est cool. En fait, c'est vraiment Ouais. passionnant. Et tu sais, en fait, tu possèdes quelque chose, possèdes une entreprise, c'est intéressant. Tu vois, si tu achètes, parce qu'on pense souvent stock picking Coca-Cola ou quoi, mais Ouais. je ne sais pas, Crocs, l'entreprise Crocs, c'est une entreprise dont on n'arrête pas de parler. Donc, ceux qui font les Crocs, quoi, tu vois, Ouais. bah, cette entreprise, elle est hyper rentable en bourse. Elle est Ok. hyper rentable. Elle a des ratios de rentabilité qui sont du niveau, si on compare à entreprises qu'on connaît, etc. Évidemment, il faut comparer aux concurrents, mais en gros, c'est du niveau d'LVMH en termes de ratio de rentabilité. Elle a des marges qui sont du niveau d'Apple. Et en fait, c'est une entreprise ce qui est génial. Et quand tu dis que j'étais actionnaire de Crocs, je trouve ça plus cool que se dire, C'est plus voilà, marrant. j'investis aux ETF. Donc pour moi, les deux sont complémentaires. C'est bien, je pense, d'avoir un socle passif d'ETF. Je pense que si on veut avoir ce côté un petit peu spéculatif, pas spéculatif parce que ça ne l'est pas le stock picking, mais un côté où on se fait un petit peu plus plaisir, je trouve que le stock picking, c'est vraiment le meilleur compromis parce que c'est du tangible, c'est du solide. On a la possibilité de faire des analyses qui sont très poussées. Et un Ouais. des gros avantages du stock picking dont personne ne parle, c'est qu'en fait, on passe d'un risque de marché, qui est le risque de l'ETF, le risque de marché, tout simplement que le Hmm. marché s'effondre, à une décentralisation des risques. En fait, c'est ça le stock picking. C'est-à-dire que tu passes d'un MSCI World où en gros, si le marché s'effondre, ton portefeuille s'effondre, à je prends une entreprise, je sais pas moi, en France, une petite, entreprise, qui est dans, le luxe, par exemple, en France. Mhm. Je prends une autre petite entreprise, qui est ou une grosse entreprise, peu importe, qui est, par exemple, une minière au Canada. Je prends une autre entreprise peut-être en Asie du Sud-Est, et cetera. Et en fait, tu décentralises totalement tes risques. Tu as un portefeuille qui est décorrélé, donc pour moi bien plus sécurisé, parce que le jour où le marché américain s'effondre, ton entreprise au Japon, normalement, elle devrait pas prendre très cher, tu vois? Elle est pas du tout concernée par ça. Et donc en fait, c'est une décentralisation des risques. Et pour ceux qui aiment la décentralisation, bah, je pense que c'est aussi un aspect intéressant. C'est intéressant. Après, j'aimerais bien savoir aussi ta stratégie, ton patrimoine, tes investissements. On pourra rentrer en détail juste après. Ouais. Pour venir sur ce côté que tu as dit, en gros, on s'ennuie un peu avec les ETF. Je suis un peu, j'ai envie de défendre un peu les ETF quand Mais j'entends vas-y, ça. mais moi, Tu penses que tu connais la citation de Paul Samuelson qui dit investir, ça devrait être comme regarder de l'herbe pousser ou de la peinture sécher. Si vous voulez de l'excitation, prenez $800 et allez à Las Vegas. Je suis ouais. un peu partisan de cette citation. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prône un peu cette enveloppe YOLO que j'appelle, de 10%. Ça peut être de la crypto-monnaie, ça peut être des enveloppes que j'appelle investissement plus exotiques. Après, effectivement, du coup, ça me donne envie de creuser un peu plus le sujet, ce que tu m'as dit, intéressant. Et toi, pour ta stratégie concrètement, aujourd'hui, donc j'imagine que tu as les deux, un socle passif et un socle actif. Ils sont à quel pourcentage à peu près? Alors nous, on est un peu tarés, hein. Donc en fait, mon portefeuille personnel, c'est mon portefeuille de société et c'est un portefeuille qu'on gère, avec, Lucas qui est, en gros le conseiller de l'académie qui est agréé par, l'autorité des marchés financiers. On le gère à 2 et on est un petit peu plus tarés puisqu'on a un socle passif de 15 et le côté actif purement stock picking est de 85 initialement, parce qu'évidemment ça évolue, ça c'est ce dont personne ne parle aussi, c'est comment on fait, est-ce qu'on rééquilibre, est-ce qu'on rééquilibre pas, etc. au fur et à mesure que ça évolue au niveau de l'allocation. Mais donc voilà, nous on a une grosse part active, très grosse part active, ça nous plaît. Et par contre, ce que je préconise personnellement, c'est plutôt d'avoir un peu, comme dit John Bogle à la fin de son livre, comment ça s'appelle? Investir avec bon sens. C'est qu'il dit pour ceux qui sont quand même, qui veulent faire du stock picking, prenez déjà 15% de stock picking, prenez peut-être 20%, 25%. Je pense que c'est bien pour commencer. C'est bien en fait pour commencer d'avoir une stratégie solide avec un ETF et voilà, c'est clean.
et ensuite de se faire au fur et à mesure plaisir. Moi, j'ai des élèves, au début, ils avaient du 100% ETF, ils sont passés à 80%, puis 60%, aujourd'hui c'est à 40% pour certains, parce qu'ils commencent vraiment à aimer ça, à effectivement avoir des résultats Mm. et à comment dire, à comprendre de plus en plus ce qu'ils font, parce que c'est Ouais. c'est un apprentissage permanent et voilà. C'est marrant parce que c'est exactement la même. Tu avais dit, voilà, il y a le côté performance, vouloir surperformer le marché, mais aussi le côté passion, et je pense que celui-là est trop sous-estimé. Et c'est Ouais. exactement la même conclusion que j'avais eue avec Sony Sequoia dans le podcast, l'interview que j'ai fait. On a eu comme ça aussi un peu un mini débat gestion active, gestion passive, même si en vrai, c'est pas un débat, c'est juste deux stratégies différentes. Ce qui est trop souvent sous-estimé dans les personnes qui font de la gestion active, c'est le côté passion. Et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle les personnes font ça. Ça aide aussi à comprendre ce que c'est que la bourse, ce que c'est qu'une action concrètement. Là où quelqu'un en ETF, je pense que les ETF sont mieux pour monsieur, madame, tout le monde. On parlait avant de l'importance d'investir et tout. Quelqu'un qui vraiment veut pas se prendre la tête, les ETF, ça peut être super intéressant. Mmh. Même si je trouve qu'on peut se prendre la tête avec un portefeuille d'ETF Ouais. vraiment performant. Et c'est là où les gens aussi sous-estiment un peu la difficulté des ETF. Ils disent, oh, c'est trop simple, moi je vais investir individuellement dans des actions. Mais ça, je pense, c'est très intéressant. C'est quoi pour toi sans transition, on a parlé un peu de tes erreurs avant que tu as fait au début. C'est toi pourquoi le top 3 des pires erreurs des débutants, toi qui as accompagné autant de personnes pour investir en bourse? Je pense que la première erreur, c'est, comment on l'appelle celui-là? Je crois que c'est le biais de connaissance ou un truc comme ça. En fait, c'est le T'as envie fait d'être surinformé avant voilà, d'investir? exactement, Ouais. exactement. Tu as envie de vouloir plus d'informations, plus d'informations, plus d'informations et d'être surinformé avant de passer à l'action et en fait, résultat, tu passes jamais à l'action et comme dit, Louis Tanberger, que j'aime beaucoup: «En bourse, il est, jamais trop tard, il est jamais trop tôt pardon, il est toujours trop tard». Et en fait, il faut vraiment passer à l'action. Donc ça, c'est le plus gros, je pense que c'est la un peu la paralysie, le fait de se dire: «Non, mais attends, je suis pas encore sûr, je vais informer». Le problème, c'est que le temps passe. Le temps sur les intérêts composés, ça peut beaucoup jouer. 1 an de différence, ça peut être, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 70 000, 80 000 € de différence, à Ouais. terme. Donc il faut vraiment faire attention, il faut passer à l'action, en fait, tout simplement et en fait, ça on va réajuster le tir au fur et à mesure. Ça, moi, ce serait plutôt mon conseil. La deuxième erreur, ce serait, de regarder son portefeuille tous les jours. Ça, c'est le grand classique. Je pense que tous les débutants font ça. En fait, ils regardent tous les jours l'évolution de ce qu'ils ont acheté, et cetera. Aujourd'hui, peut-être, moi, je suis un peu déconnecté par rapport à ça parce que j'ai plus mes courtiers sur mon téléphone. C'est un conseil que m'avait donné Lucas. J'ai plus rien sur mon téléphone volontairement et je préfère, en fait, ça, c'est pareil en entrepreneuriat, hein, mais en fait, la question, c'est est-ce qu'on se concentre sur le futur ou est-ce qu'on se concentre, sur, maintenir, «garder le passé» entre guillemets? Donc en fait, est-ce qu'on vérifie les actions qu'on a effectuées ou est-ce qu'on fait en sorte d'effectuer de meilleures actions? Et Mmh. moi, je préfère utiliser ce temps-là, même si on a l'impression que c'est 5 minutes par jour, 5 minutes, c'est beaucoup, avec les effets cumulés. Je préfère passer ce temps-là à analyser, pourquoi pas, de nouvelles sociétés ou, même à suivre les sociétés, mais de manière plus fondamentale et ou à partager du contenu, sur Boursogram. Et la troisième erreur, ça c'est pour les, comme tu dis, les adeptes de la gestion passive. Je pense qu'ils surdiversifient leur portefeuille. Mmh. Et je pense que beaucoup de gens qui investissent en ETF ne comprennent pas l'avantage de l'ETF. L'avantage de l'ETF, c'est qu'en achetant un ETF, par exemple S&P 500, vous avez 500 entreprises. 500 entreprises qui sont des grosses capitalisations, qui vendent partout dans le monde, dans différentes devises, dans différents continents. Et donc, en fait, vous avez un portefeuille extrêmement diversifié, qui en plus de ça est pondéré par capitalisation. Et donc, en fait, globalement, ça va s'ajuster en fonction de toutes les enfin, en fonction de l'évolution du cours des entreprises. Et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir un outil qui nous permette de faire ça. Et ça sert à rien de vouloir 1 milliard d'ETF. Si vous faites de la gestion passive, autant ne pas se prendre la tête avec, pour moi, en tout cas, surtout à petit patrimoine, 1 ou 2 ETF. À très gros patrimoine, la question se pose de diversifier, pourquoi pas, dans de l'or, dans des obligations. Mais là, je parle vraiment de gros patrimoine qui, pour moi, au-dessus de 500 000 €, 600 000 €. Pour moi, je considère que c'est un gros patrimoine. Là, on pourrait se poser la question de plus diversifier, mais ça, c'est une phrase de Warren Buffett. La concentration crée la richesse, la diversification préserve la richesse. Donc, d'abord, quand on veut créer de la richesse, on concentre. C'est pour ça aussi que j'aime le stock picking. Mais dans tous les cas, même en termes d'ETF, je pense que beaucoup de gens diversifient trop. Ça, c'est Peter Lynch, pour ceux que ça intéresse, qui parle de diversification. Donc, en gros, il y a une bonne et une mauvaise diversification. La bonne diversification, c'est la décorrélation. La mauvaise diversification, c'est le fait d'augmenter
son risque, enfin de laisser son risque pour réduire son rendement. Ça, c'est la mauvaise diversification et je pense que beaucoup de gens font ça. Voilà. Super intéressant. Quelque chose moi que j'aimerais bien savoir et qui je trouve est inspirant aussi pour les personnes qui commencent l'investissement en bourse, qui sont au début, c'est de savoir un peu l'évolution de ton patrimoine, que ce soit avant que tu as commencé à te former à l'investissement, les finances personnelles de manière générale, et aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager un peu ces chiffres? Ouais, alors je vais partager mes chiffres, mais avant ça, j'aimerais préciser 2 choses pour, tous ceux qui nous regardent. Je pense que c'est mon devoir, en tant que créateur de contenu. Bon, toi, je sais que tu es largement dans la même philosophie que moi. La première chose, c'est que il faut bien distinguer les revenus actifs des revenus passifs. Les revenus actifs, en gros, c'est, ce qui va vous permettre de vous rendre riche, donc c'est là où vous allez passer du temps, il faut être honnête. L'entrepreneuriat, c'est du temps, l'immobilier, c'est du temps, le salariat, c'est très bien, ça vous permet de faire plein de choses et c'est aussi du temps, mais par contre, vous allez gagner beaucoup plus à court terme, grâce à ces revenus actifs. Les revenus passifs, dits passifs, c'est des revenus plus long terme qui, au début, vous rapportent pas grand-chose, mais par contre, eux, qui sont totalement décorrélés de votre temps et qui vous permettent, en gros, d'avoir votre liberté. Un qui rend riche, un qui rend libre. La bourse, c'est un revenu qui rend libre. Et c'est pas un revenu qui va vous rapporter beaucoup de. Je construis pas mon patrimoine aujourd'hui en si peu de temps grâce à la bourse. C'est ça ce que je veux dire. Ouais, super Euh, important de ce disclaimer. Ouais. et ça, je pense que c'est important de le souligner. Et donc, ça vient au deuxième point que je voulais dire juste avant. Je parle beaucoup, hein. Mais je pense que parfois, c'est comment dire, dans le détail aussi qu'on peut vraiment tout dire et tout explorer. Mais en gros, le deuxième point, c'est que attention à certains contenus qui pourraient vous dire que grâce à la bourse, ils ont construit un patrimoine de 100 000, 200 000 euros. Personne en 3, 5, 10 ans ne construit un patrimoine de 100 000, 200 000 euros. Ou alors, ils ont juste investi beaucoup. Donc Ouais. attention, quand on construit en très peu de temps un gros patrimoine, c'est pas grâce à la bourse. La Mm. bourse, par contre, ça vous permet de sécuriser ce patrimoine et ça vous permet de faire en sorte que votre argent travaille pour vous jusqu'à la fin de votre vie sans que vous fassiez rien, en gros. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Donc sinon, pour l'évolution de mon patrimoine, c'est très dur à dire parce que je vais être parfaitement transparent au niveau des chiffres, mais encore une fois, c'est très dur à dire parce qu'aujourd'hui, je suis structuré en société. Et en société, la société, qu'est-ce qu'on considère du patrimoine en société? Est-ce que c'est en gros, on va dire la trésorerie pour faire très simple, parce que je compte pas revendre, donc mes sociétés sont pas valorisées. Mais est-ce que c'est la trésorerie qu'il y a dans ma société? Est-ce que c'est la trésorerie nette de flat tax si par exemple je retirais ça et que je le mettais dans ma poche? C'est très compliqué, donc je vais dire les chiffres et les gens les interpréteront comme ils veulent. Mais globalement, quand j'ai commencé à m'intéresser, j'avais un peu d'épargne de côté, j'avais 4 000 euros et en gros un peu plus de 4 000 euros et j'ai fait des trucs, etc. en me disant que j'allais devenir riche grâce à la bourse parce que je pensais que ce serait des contenus, des revenus actifs. Bref, finalement, j'ai perdu en fait un petit peu cette épargne-là. Et après, en fait, j'ai reconstruit un patrimoine entre guillemets en épargnant. Donc, quand j'ai commencé Boursogramme, je sais plus, j'avais mes premiers postes, mais je crois que j'avais un truc du style, 10 000 euros investis en bourse. Et ma première description, c'était objectif 25 000 euros investis en bourse. Et donc, finalement, à la fin de l'année, j'avais atteint 25 056, un truc comme ça en bourse. Donc, j'étais très content. Et en fait, c'est de l'argent que j'ai eu grâce à l'épargne et grâce aux revenus générés par Boursogramme. Donc, à l'époque, le parrainage. Et après, il y a eu les formations. Et donc, tout l'argent que j'ai eu, je l'ai épargné. Ensuite, en 2023, du coup, mes revenus sont un petit peu plus augmentés. Et aujourd'hui, j'ai 50 000 euros investis. Là, je vais encore investir. Normalement, je vais investir 30 000 euros supplémentaires en bourse que j'ai gagné grâce à des revenus actifs, je tiens à le dire. Et voilà. Et donc, en fait, mon patrimoine actuel, en gros, j'ai de l'immobilier parce que on a notre résidence principale. J'ai un peu d'argent, voilà, qui est investi en bourse. Il est aujourd'hui, je trouve, assez aux alentours peut-être des 70 000 euros, 80 000, 90 000 ou un truc comme ça. Je l'ai pas encore bien spécifié. C'est assez intéressant parce que tu as fait le disclaimer à ma place, c'est génial. Et généralement, la question qui suit ce que tu viens de dire, c'est quel est l'impact de l'entrepreneuriat sur cette évolution de patrimoine. Donc c'est Ok. parfait que tu as fait ce disclaimer toi-même. Et souvent, je pense qu'il est trop sous-estimé. Et ce qui est bien avec les créateurs de contenu comme toi, c'est cette transparence de alors oui, mon patrimoine, c'est bien, il évolue, je le montre, je suis transparent,
mais faut faire attention au levier de l'entrepreneuriat qui prend beaucoup de temps, qui est Bien trop sûr. souvent il sous-estime la difficulté de l'entrepreneuriat, je pense. Mais parce qu'en fait, par exemple, je vends des formations pour apprendre à investir en bourse, faire du stock picking, en gros. Donc, peut-être que certains seront aussi dans le même cas. Et donc, en fait, il y en a qui vont se dire, bon, bah, comme les gens me regardent pour la bourse, il faut absolument que je leur fasse croire que tout mon parcours, c'est grâce à la bourse. Mais non, en fait, les Mm. gens, sont assez intelligents pour savoir que, en gros, bah, ils gagnent de l'argent d'une certaine manière, ils Mm. investissent d'une autre manière, ils doivent se former sur les 2 et voilà donc moi, je suis parfaitement transparent et puis c'est du bon sens en fait enfin et hélas au début on s'en rend pas compte parce que forcément on n'est pas «formé sur le sujet» entre guillemets, mais après tu te dis: «Bah non, en fait, c'est évident que ton patrimoine, tu l'as Mm. pas». Donc l'impact de l'entrepreneuriat sur mon patrimoine, je dirais 100. Peut-être, un petit peu, d'immobilier. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que là, l'année dernière, on a eu une bonne performance en bourse, on a battu le marché et cetera avec le portefeuille qu'on a créé de 6 points, donc c'est pas mal. Mais c'est une des grosses erreurs que moi j'ai faites, c'est que du coup, j'ai beaucoup procrastiné. Ça, c'est un gros défaut que j'ai, c'est que je suis, un grand, Bienvenue comment au dire? club. Voilà, ben voilà, bah, écoute, on va bien s'entendre sur ça parce que, c'est vraiment un des mes plus gros défauts, c'est que je procrastine et en fait, j'ai énormément regretté parce que là, pour le coup, bah, on aurait eu une très belle performance et là, pour le coup, effectivement, quand on commence à mettre de beaux montants, la bourse, ça commence vraiment à être intéressant. Donc là, j'ai créé mon compte, là, je vais investir, dans quelques jours et cetera et voilà, donc en fait, non, effectivement, c'est l'impact de l'entrepreneuriat à 100. L'entrepreneuriat, c'est pas magique, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'incertitudes. Effectivement, ça permet comment dire? Se découvrir, je trouve, en tout cas, de s'accomplir et Mm. cetera. Mais voilà, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Moi, je suis pas, pareil, polarisant là-dessus. Je suis très peu polarisant, malheureusement, sur trop peu de choses. C'est peut-être que j'aurais plus de vues si j'étais, plus clivant. Ouais, malheureusement je trouve que ceux qui sont le plus souvent mis en avant, c'est un peu, tu sais, le cliché de l'entrepreneur à Dubaï, Ouais, c'est ça. qui va te vendre en fait des. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un post que j'ai fait très récemment, qui est, j'ai fait un coup de gueule en fait sur les influenceurs finance en France, OK. euh, Ah! sur, Ah, c'est clivant. ouais. Et d'ailleurs, je t'ai cité entre guillemets comme attention à différencier les vrais formateurs dont tu fais OK. partie, Bon, écoute, je viendrai. des vendeurs de vent, vendeurs de rêve, on appelle ça comme on veut. Et en fait, un point clé, moi, que j'ai découvert en investissant plus de 1 000 € par an dans des formations depuis 2-3 ans, Ouais. c'est que le vendeur de vent, entre guillemets, va te vendre du résultat, alors que le vrai formateur te vend des connaissances. Et en fait, c'est super important, je trouve, de faire cette distinction. La personne qui va vous dire, en achetant ma formation, vous allez faire 13% par an, il y a un problème. La Mmh. personne qui va vous vendre une formation, qui va dire, avec ma formation, vous allez apprendre à investir en bourse, c'est intéressant. Rien que dans le titre, parfois, des formations, bien sûr, il faut creuser, bien sûr, il faut vérifier le passé de la personne, son expérience, des témoignages éventuellement de gens, etc. Bref, je vais pas faire une éducation là-dessus, mais je pense que c'est super important de la faire quand même parce que il m'arrive de scroller sur Instagram et de voir des choses parfois vraiment qui m'énervent pour le coup, Ah ouais, 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 non mais ouais, ouais. et de personnes qui mettent en avant des plateformes de crowdlending qui disent que c'est sans risque avec un code parrainage. Mmh. Tu fais des recherches, tu te rends compte que la société elle est basée en Lituanie, qu'il n'y a aucune licence financière, que ça ressemble à un Ponzi, même si t'es pas sûr. Bref, il y a des choses moi qui vraiment m'énervent là-dessus. Et je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus. Et je pense que on a de la chance, je trouve, en France quand même d'avoir de la bonne qualité de contenu en finance personnelle, mais les contenus consommés par les jeunes, type TikTok, Instagram, sont vraiment généralement des contenus courts. Ouais. Il y a beaucoup de mauvaise qualité, alors que franchement, des livres, des podcasts, des vidéos YouTube avec des tutos longs, on peut vraiment bien se former. Je sais pas ce que toi tu penses de ça. Ah bah, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, ouais, bah oui, c'est clair, hein. Franchement, il y a beaucoup de merde. En fait, faut le dire, tu vois, quand même et c'est vrai que c'est pour ça que, on il y en a qui travaillent, on va dire, pour essayer de redorer un peu, l'image de la bourse et tout ça. Mais ouais, il y a beaucoup de contenu et de formations effectivement, comme, forcément c'est plus facile de vendre une formation où tu dis, «Grâce à moi, vous allez construire en gros en gros, vous allez devenir millionnaire, dans 5 ans», c'est beaucoup plus facile de vendre ça que, de vendre le fait que, bah, je vais vous apprendre à construire un portefeuille décorrélé, à faire du stock Exactement. picking et cetera, ça c'est sûr. Mm. Donc ouais, ouais, non, faut être extrêmement vigilant. Mais en fait, il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, genre, ceux qui vendent, des
plateforme de crowdlending un peu bizarre. Je me rappelle à l'époque, je sais pas si tu as connu Juicy Fields, Pas du tout. mais bah, en gros, c'était un Ponzi, version courte. Donc, Ok. à l'époque où j'avais beaucoup envoyé de disclaimers, j'avais dit attention à Juicy Fields, etc. J'avais fait la même chose pour d'autres plateformes, mais bref. Parce qu'en fait, il faut partir du principe, il faut bien comprendre que les créateurs de contenu, ils doivent se rémunérer. C'est normal en fait. Ils apportent du contenu, ils apportent de la valeur, ils vous forment. Enfin là, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Ils vous forment, ils vous aident à y voir plus clair, etc. Ils doivent se rémunérer, c'est un travail. S'ils font pas ça, enfin ils font ça au début par passion, mais quand même, c'est normal qu'ils soient absolument rémunérés. Et donc, tous les créateurs de contenu, tous sont rémunérés d'une certaine manière, surtout quand ils grossissent. Au début, ils commencent forcément avec de la rémunération gratuite, puis quand ils commencent à grossir, bah forcément, au bout d'un moment, ils se disent, au bout de quelques mois, 6 mois, 1 an, ils se disent, bon, bah effectivement, j'aimerais bien gagner un peu d'argent. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment ce créateur de contenu se rémunère. Une fois qu'on sait comment il se rémunère et on est OK avec ça, enfin, il faut être OK avec ça parce que, en tout cas, selon moi, c'est normal, c'est un travail et c'est normal que tout travail mérite salaire. La question, c'est est-ce que son contenu maintenant est biaisé par sa rémunération? Et ça, c'est important de le savoir. Par exemple, il y a des créateurs de contenu qui se rémunèrent grâce à l'affiliation. Donc, si je suis rémunéré grâce à l'affiliation, je sais pas, Trade Republic, par exemple, bah, est-ce que mon contenu ne serait pas forcément un peu biaisé par Trade Republic? Donc, il y a d'excellents créateurs comme Grégory Guillemin, par exemple, où lui, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui montre ses recherches, qui documente ses recherches. Il a un partenariat avec Trade Republic, mais il est très transparent vis-à-vis de tout ça, et c'est très bien. Mais en tout cas, il faut être conscient, il faut se dire, ok, bah, est-ce que le contenu est biaisé ou non? Et s'il n'est pas biaisé, bah, enfin, si, en tout cas, j'apporte, comment dire, je fais un petit peu plus attention à ça. D'autres créateurs qui se rémunèrent grâce à la formation. Donc, est-ce que son contenu me pousse, en gros, me fait croire qu'une stratégie est meilleure qu'une autre, etc., parce qu'il y a de la formation? Si oui, dans ce cas-là, je vais regarder du contenu opposé et me faire ma propre idée. Moi, je pars du principe que je crois beaucoup en l'intelligence individuelle. Je parle à énormément de gens, d'entrepreneurs et d'investisseurs qui pensent que les gens sont cons et donc qu'il faut les aider, mais de manière bienveillante, tu vois. Moi, je crois que les gens sont intelligents et je pense que les gens sont assez intelligents pour savoir que, en fait, s'ils regardent plusieurs contenus, etc., se faire sa propre opinion. Et je crois beaucoup en la capacité individuelle de chacun de faire sa propre opinion. Donc voilà, comment ils se rémunèrent? Est-ce que c'est la Mm. formation? Est-ce que c'est l'affiliation? Est-ce que c'est le partenariat? Est-ce que c'est je ne sais quoi d'autre? Donc forcément, regardez ça. Et souvent, ceux qui sont là depuis longtemps, souvent en tout cas, c'est ceux qui ont pas trop forcé avec les partenariats. Moi, je préfère quelqu'un qui se rémunère personnellement, via la formation que via les partenariats, parce que j'aime bien avoir de la neutralité pure quand je vois des comparatifs, mais c'est parfaitement normal aussi que quelqu'un se rémunère via les partenariats. Et moi, je trouve que, enfin, je soutiens à 200% hein, le fait de se rémunérer et je trouve que c'est normal. Après, c'est vrai que la réglementation là-dessus a commencé pas mal à arriver avec l'obligation de préciser les partenariats, que ce soit dans la vidéo YouTube, on voit de plus en plus les tags, ceci est une Ouais. collaboration commerciale, ça c'est quand même pas mal. Même si effectivement, en soi, c'est assez évident la plupart du temps, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, je pense notamment aux jeunes en fait, tu vois, qui consomment beaucoup de contenu type TikTok, Instagram, où là, en fait, malheureusement, c'est des gens trop jeunes, parfois trop naïfs, et je pense que là, il y a plus la responsabilité du créateur que du consommateur, même si en soi, il faut faire attention aux deux. Quand tu parles de attention à comment se rémunèrent les formateurs, c'est un point super important auquel j'ai même pas pensé. Un élément à faire attention sur beaucoup de personnes qui nous vendent des choses, je pense notamment, quand je dis ça, aux conseillers en gestion de patrimoine. J'ai Ah bah vu oui, à la bien sûr. fois le monde du conseiller en gestion de patrimoine non indépendant, et j'ai aussi vu le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, et franchement, c'est incroyable la différence. Et c'est une petite parenthèse que je fais rapide, c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mon contenu, donc on va pas non plus s'étendre, mais faites aussi attention à ça, parce qu'on a un podcast qui parle d'investissement, donc les conseillers en gestion de patrimoine, très important de différencier les indépendants des non indépendants. Ça ne garantit pas d'être indépendant, d'avoir un bon conseil, mais c'est déjà très très bien, et c'est moins je crois que c'est moins de 10% en France des CGP qui sont indépendants. Ouais, 5 je crois. C'est Je crois que 5%, c'est ça. c'est Donc vraiment, faut faire aussi attention à ça. Et en fait, on retrouve un peu cette chose exactement que tu as dit dans le conseiller en gestion de ouais, patrimoine. ouais, c'est Donc vrai. c'est intéressant.
Juste pour terminer là-dessus, au niveau des créateurs de contenu, si vous voulez, tu as parlé des réglementations qui ont été mises en place. Effectivement, en plus de ça, il y a, l'ARPP, donc l'autorité, pardon, de la régulation professionnelle de la publicité, qui justement est un peu celle qui chapeaute, tout ça, la communication, on va dire financière, la communication d'une manière générale publicitaire en France, digitale. Et ils ont créé un certificat avec l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, pour les finfluenceurs. Et donc, il y a pas mal de gens, il y a pas mal de finfluenceurs qui ont passé ce certificat, notamment, je pense à LinkedIn. Moi, personnellement, j'étais le premier, alors je suis ravi d'introduire ça. Mais en fait, déjà, juste ça, c'est un certain signe aussi d'une volonté de se professionnaliser. C'est un certificat que Hugo Décrypte a passé, que Lena Situation a passé, par exemple. Donc, l'ARPP, c'est vraiment un certificat connu et réputé. Et là, celui avec l'AMF, bah, c'est tant mieux justement pour les gens comme nous. Donc il y a pareil, il y a l'AMF aussi. Donc il y a plein de certificats, de choses comme ça, Mm. je trouve, qui montrent aussi un peu plus le sérieux d'une personne. Mais bon, vas-y, t'avais Ce une. que je trouve d'ailleurs super intéressant, c'est que on voit de plus en plus de créateurs de contenu. Alors je dis pas que les créateurs de contenu qui n'ont pas ces certifications sont pas des bons créateurs, pas du tout. Mais il y en a de plus en plus qui passent les certifications de conseiller en gestion de patrimoine, donc conseiller en investissement financier, et la Ouais, certification CIF. Je sais pas ouais. si c'est ton cas, mais il y en a de plus en plus qui le font et ça prouve le sérieux aussi de plus en plus des créateurs à vouloir. Même si franchement il y a des créateurs qui n'ont pas la certification CIF, ça se voit par A plus B que Ouais. ils sont sérieux, qu'il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça vraiment bien qu'il y a de plus en plus ces preuves, certification du sérieux de certains créateurs. Ouais, je trouve que c'est cool. Franchement, je trouve que c'est cool. Moi, bah, justement, j'ai passé effectivement la formation CIF. Faut juste que je m'inscrive à l'ORIAS, mais bon, comme tu le sais, je procrastine. Mais oui, effectivement, j'ai l'AMF, j'ai passé le CIF. Mais j'apporterai une nuance. Je pense qu'ils sont plus sérieux. Ils sont plus, enfin, ils sont plus sérieux. En tout cas, c'est un gage de sérieux. Par contre, pour moi, c'est pas un gage de compétence. Ouais. Je vois beaucoup de créateurs, par exemple, sur LinkedIn, qui sont très bons en gestion patrimoniale, Mm. mais qui sont pas spécialement bons en bourse, et vraiment pas. Ouais. Donc, en fait, ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut on veut parler de transmission, il faut s'adresser à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Si on veut parler de gestion patrimoniale d'une manière plus globale, il faut parler à quelqu'un qui est bon là-dedans, etc. Si on veut de la bourse, il faut parler à quelqu'un qui est bon là-dedans. Donc, pour moi, ça dépend aussi de ce qu'on veut. Et je pense, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais me faire taper dessus, mais je pense clairement qu'aujourd'hui, quelqu'un avec Internet, euh, une bonne connexion, quelques moyens pour se former, du temps en l'occurrence, ou de l'argent pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je pense vraiment que quelqu'un qui se prend le temps de se former avec des bonnes sources peut être meilleur qu'un banquier, c'est sûr, mais qu'un Ah oui. conseiller en gestion de patrimoine non indépendant. J'en suis persuadé que en prenant quelques temps pour se former, avec des sources aujourd'hui, il y en a énormément sur Internet. Franchement, il y a moyen de vraiment très bien se débrouiller tout seul, quoi. Ah oui, mais c'est sûr. Et, et évidemment, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les, les cabinets donc, en gestion de patrimoine se focalisent notamment sur des niches de personnes qui sont bien plus aisées que la niche des créateurs de contenu, généralement, de manière générale. C'est une généralité, bien sûr, c'est pas complètement vrai. Donc forcément, des personnes qui ont moins le temps de se former. Donc là, évidemment, un accompagnement est nécessaire. Il faut faire très attention à qui on confie cette gestion financière qui est quand même le fruit du travail de notre vie, finalement. Donc il faut quand même faire attention là-dessus. J'ai envie de jouer à un petit jeu avec toi pour... Allez. on a parlé de sujets trop sérieux, la fiscale, on a parlé est-ce qu'on paye trop d'impôts en France, on Mais je a trouve ça parlé de... passionnant, moi. Ouais. J'ai envie de faire un petit jeu que j'ai préparé avec toi, très simple. Je vais te donner des citations et tu vas devoir deviner si elles viennent de grands investisseurs ou de ChatGPT. Ah OK, vas-y. Ok? Bah, vas-y. J'aime beaucoup les citations. Alors franchement, Ah, si j'ai une mauvaise note à ce jeu, j'aurais honte. ok, d'accord. Alors, le premier, j'ai essayé de... Le premier, ça va. Après, je dis pas que tu vas avoir tous les coups, mais La le premier, pression. ça va. La première citation, c'est « Les marchés boursiers sont des mécanismes de transfert d'argent des impatients vers les patients. Ah ouais, non, ça c'est une citation, ça. Ouais. Par contre, de qui? Bah, peut-être Warren J'ai- Buffett? Bien Non, joué. ouais, Warren Buffett, OK. J'avais même pas prévu de te faire deviner qui a dit la citation, mais si tu l'as, Ah c'est bah, parfait. si, attends, on va essayer d'augmenter le challenge. C'est c'est dans sa lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway de 1986, pour être OK. exact, qu'il a dit cette phrase qui est très intéressante. Et lisez d'ailleurs les lettres aux actionnaires de Warren Buffett. Vous allez être très surpris entre,
le fossé qu'il y a entre la présentation de Warren Buffett, qu'on décrit comme le meilleur investisseur de tous les temps, etc., et ce qu'il décrit dans sa lettre aux actionnaires, où il explique vraiment ce qu'il fait. Et en fait, bon, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais c'est Ouais, totalement différent de la manière dont on voit Warren Buffett. Mais bon. Ouais. très intéressant. La deuxième citation, c'est « Investir dans le savoir, c'est le seul placement qui ne fera jamais faillite ». Alors, je l'ai jamais entendu. En tout cas, Ok. c'est une très belle phrase. Je pense que je la réutiliserai. Je pense que c'est une citation. Je pense pas que ChatGPT ait pu créer quelque chose comme ça. C'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Bah, franchement, je suis impressionné par l'IA. Je l'avais jamais Mais- entendu, mais c'est une belle Alors, citation, c'est une belle phrase. j'avais fait un premier jet j'ai quand même pas mis un niveau trop simple, sinon ça serait pas marrant, Ouais. t'aurais tout trouvé. J'ai fait un premier jet de, voilà, 6 mois de citations d'investisseurs. C'était trop bateau, j'ai dit, ok, inspire-toi de grands investisseurs, t'es un Génial. expert. Ah, Donc mais j'ai essayé de c'est poser le génial. truc. Ok. Et franchement, il sort après, forcément, le principe même de ChatGPT, c'est que il a énormément de données, et je pense qu'il Ouais. s'inspire aussi de vraies citations, évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qui est sorti de ChatGPT. Eh ben, La génial. troisième citation, c'est « Il ne s'agit pas de battre le marché, il s'agit de réussir financièrement ». Citation très Alors, simple. je l'ai jamais entendu non plus. Ça doit être un John Bogle ou un truc comme ça. Je l'ai jamais entendu, donc je vais dire ChatGPT. C'est Benjamin Graham. Benjamin Graham qui a dit ça? Ouais, c'est volontairement une citation un peu bateau que j'ai pris pour Ah essayer ouais, de te mais faire grave, induire en là, écart. j'ai kiffé ça. Et Ok. la dernière citation que j'ai envie de te donner, dans l'univers financier, la diversification est le bouclier contre les tempêtes et l'échelle vers la croissance constante. Non, je l'ai jamais entendu celle-là. C'est quelqu'un? Non. Non. Pour moi, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Ça, c'est ChatGPT pour moi. Bien joué. J'ai un deuxième jeu pour toi. Pareil, Allez. un peu dans le même style, qui va être cette fois-ci un peu plus dynamique. Ok. Je vais te poser des questions. Questions, n'hésite pas, parce que justement, le but, ça va être de répondre à ces questions le plus rapidement possible. T'as pas le droit de te justifier tes réponses. Oh, ok, Je vais génial. faire un disclaimer. Parfois, je vais demander de faire des petites projections sur le marché pour rigoler. Évidemment, personne n'a de boule de cristal. Je fais un petit disclaimer, c'est important, je pense. Tout ce qui n'est dit là, et d'ailleurs tout ce qui est dit dans ce podcast de manière générale, n'est pas un conseil en investissement. Mais je pense que ça peut être marrant d'avoir un peu tes réponses du tac au tac à quelques questions. Le but, c'est des questions donc vraies ou faux. Je vais te donner des choses, tu vas me dire si tu penses que c'est vrai ou faux, et on enchaîne à la prochaine. Ok. Je me suis un peu inspiré, du format de Hugo Décrypte, qu'il avait fait par exemple Ouais, avec Thomas d'accord. Pesquet, que j'ai adoré. Donc, petite dédicace à lui, c'est l'idée que j'ai eue de faire ça version finance. Ah bon, bah super. En T'es plus, prêt? t'as un petit air du Go Decrypt. Ouais, on me l'a déjà dit. Bah, je m'appelle Hugo, donc j'aurais dû m'appeler Hugo, mais version finance, quoi. Hugo Finance. Voilà. Première question. Enfin, vrai ou faux, du coup? Vrai ou faux, l'investissement actif est mieux que l'investissement passif? Vrai. Vrai ou faux, la tech est le secteur qui va surperformer les autres secteurs dans les 20 prochaines années? Faux. Vrai ou faux, les États-Unis auront des performances moins bonnes à l'avenir par rapport à celles qu'ils ont eues dans le passé? Faux. Vrai ou faux, la valeur du dollar va s'effondrer dans les 30 prochaines années? Faux. Vrai ou faux, les jeunes nés après l'année 2000 n'auront pas de retraite? Oui, vrai. Vrai ou faux, les marchés émergents vont superformer les marchés développés dans les 20 prochaines années? Faux. Vrai ou faux, les crypto-monnaies sont surcotées? Vrai. Vrai ou faux, le PEA est sous-coté? Sous-coté? Ouais. Vrai. Vrai ou faux, c'est une mauvaise idée de faire un crédit étudiant pour investir? Faux. Là, t'as envie de te justifier. Hein. C'est une Je sais bonne que idée, ouais. Vrai ou faux, l'immobilier en direct est surcoté de la part des investisseurs débutants? Faux. Vrai ou faux, les obligations, c'est sous-coté comme classe d'actifs? Faux. Vrai ou faux, dans la vie, on a deux choix, s'enrichir lentement ou s'appauvrir rapidement? Ah oui, Benjamin Graham. Vrai. Vrai ou faux, les réseaux sociaux ont appauvri intellectuellement toute une génération? Vrai. Vrai ou faux, Warren Buffett est plus un entrepreneur qu'un investisseur? Vrai, largement. Vrai ou faux, lire un livre complet
qui t'apprend à investir fait de toi un meilleur investisseur que ton banquier. Vrai. Vrai ou faux, l'argent fait le bonheur. Faux. C'est vraiment la dernière question, c'est une bonne transition que je pose à tous mes invités. C'est, tu auras le droit de développer celle-ci. Est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? En fait, donc c'est super que j'ai le droit de développer. Franchement, j'avoue, on pourrait faire un podcast sur chacune des questions. Je pense que si jamais tu shortes ça, il y en a qui vont dire mais il a faux partout, il dit n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est marrant, c'est le jeu. L'argent pour moi ne fait pas le bonheur. Tu sais que j'y pensé ce matin parce que je repensais à justement Hugo et Hugo Décrypte et Squeezie, tu sais Squeezie qui avait Ouais. dit oui et c'était très honnête et les gens avaient adoré ça. Je pense que oui, évidemment qu'il faut de l'argent. Évidemment que l'argent permet d'avoir une sérénité, une stabilité financière, une sécurité financière. Ça permet de te sentir serein. Vu que ça permet de te sentir serein, ça te permet d'être moins frustré et donc potentiellement plus agréable, etc., de créer de meilleures relations. Donc évidemment que l'argent permet plein de choses, mais le bonheur, pour moi, au-delà d'être éphémère, c'est une question de comment dire, de vision un petit peu qu'on a de la vie en fait. Tu sais, tu en as qui voient le verre à moitié plein, d'autres qui voient le verre à moitié vide. En fait, comment on voit la vie, comment on voit les choses qui nous arrivent. Il y en a qui vont être plutôt positifs face aux choses qui arrivent, même si elles sont parfois hyper dures, tu vois. Et eux, ils sont faits pour être entrepreneurs, je pense, parce que t'as que ça, des choses dures. Et d'autres qui voient des choses négatives partout. Et je pense que ceux qui voient les choses négatives partout seront toujours malheureux, même s'ils ont de l'argent. Et ceux qui voient les choses positives partout seront toujours heureux, même s'ils n'ont pas d'argent. Bien évidemment que l'argent va les aider à... C'est sûr qu'il faut de l'argent dans la vie, mais en tout cas, je pense pas qu'il fasse le bonheur. Je suis... Ouais, en tout cas, c'est ma conclusion actuelle. Super. Merci beaucoup pour ta réponse. Il y a une toute dernière chose. J'ai presque menti, c'était pas la dernière question. Que j'ai instauré il y a peu de temps, que j'ai appelé le coffre de Génération Investisseur. Ok. C'est finalement une liste que les gens vont pouvoir accéder par le premier lien qui est en description, gratuitement, qui regroupe en fait toutes les ressources que m'ont cité les différents investisseurs que j'ai reçus dans mon podcast, qui vont pouvoir retrouver gratuitement dans cette liste. Est-ce que tu as entre 1 à 3 ressources à donner aux personnes qui nous écoutent? Parfois, c'est ce que j'appelle un peu des coups de cœur. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'investissement, quelque chose qu'une vidéo que tu as aimé, un livre, Ah ouais. un article. Alors, j'ai une ressource que j'ai vue récemment, donc j'y pense tout de suite. C'est une vidéo en anglais. Mais je vous assure que si vous la regardez, et vous faites l'exercice et vous prenez des notes, je pense que c'est une des vidéos qui va le plus changer votre vie. C'est une vidéo de Brian Tracy, donc un entrepreneur américain, sur la gestion du temps, le time management. Et vraiment, la vidéo est incroyable. Donc je te l'enverrai parce qu'elle est très dure à Ouais. trouver. C'est une vidéo qui date des années 80 ou 90, je crois. Donc on pourrait se dire, putain, mais c'est quoi ce truc tout pourri? Et vraiment, elle est incroyable. Donc moi, je la mettrai. En livre, regardez, on va dire Peter Lynch pour faire simple. Et si vous en saviez assez pour investir en bourse de Peter Lynch, qui est, pour ceux qui s'intéressent au stock picking ou qui veulent s'y intéresser, je pense une bonne introduction parce qu'en fait, Peter Lynch, c'est 27% par an pendant 13 ans. En gros, des performances qui sont juste phénoménales et un livre plein de modestie et d'humilité par rapport à ce qu'il a accompli, donc c'est assez incroyable. Et c'est tout, hein. Là, c'est les 2 trucs qui me viennent où vraiment je pense que ça peut être game changer. Top. Et ouais, voilà, je vais m'arrêter là. Donc les gens trouveront ça, du coup, premier lien en description, complètement gratuitement. Ils retrouveront aussi, du coup, ce que ont mentionné les anciennes personnes qui sont venues dans le podcast, les anciens investisseurs. Il y a du Mathieu Louvet, il y a du Sonny Sequoia, il y a beaucoup de gens que vous connaissez si vous êtes informés à peu près dans le milieu de la finance personnelle. Merci beaucoup à toi, Joe. J'ai beaucoup aimé ce podcast. J'espère Super, que ça t'a plu. vraiment. Mais écoute, un grand merci Hugo. Les questions étaient hyper pertinentes, donc vraiment je te remercie pour ça. Tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent, si vous nous écoutez, mettez 5 étoiles, vraiment, il y a un gros travail que fait Hugo. Il vient, il aborde tous les influenceurs, il leur pose des questions, etc. Il y a vraiment un travail qui est fait en fond. Téléchargez le guide aussi, vraiment. Et vraiment, je te remercie pour ça. Les questions sont très pertinentes, très, très intéressantes. Et c'était très sympa. Merci à toi et à la prochaine. À la prochaine. Merci à toi d'être allé jusqu'au bout de cet épisode de Génération Investisseur. Je te donne maintenant rendez-vous en description pour 2 choses. Déjà, télécharger mon e-book offert Jeune et riche. Et deuxièmement, passer sur mon blog boussolendargent.fr où je vais rentrer beaucoup plus en profondeur sur divers sujets pour te permettre de bien épargner, bien investir et réaliser tes projets. Sur ce, moi je file et je te dis à la prochaine.